en activité au 19e, début 20e siècle, qui a construit énormément de bateaux pour le littoral. Hein. Et ces bateaux, on les retrouve tout au long de la côte. Alors, beaucoup qui ont travaillé à Banous essentiellement, mais après, on s'aperçoit qu'ils ont navigué sur les eaux, ils sont partis vers différentes destinations pour pêcher, et puis après, dans une seconde vie, à la plaisance. Donc le premier bateau que nous allons voir, le Bel-Ange, construit en 1898. Vous avez le certificat de construction à l'écran, hein, signé par Auguste Bonafos, et en dessous l'acte de francisation. Ce bateau a été construit pour... excusez-moi, hein, je suis un peu intimidé. Il a été construit pour Louis Castagny, dit El Pachi, et Raphaël Caz, dit Le Chat. Raphaël Caz était le patron intéressé. Alors le patron intéressé, en fait, c'est le patron de la barque, et tant que le bateau n'est pas amorti avec tout son armement, il va avoir qu'une demi-part. Et c'est une fois que tous les frais sont amortis que le patron intéressé prend la moitié de la propriété du bateau et partage à part égale le feu de la pêche avec l'armateur. Donc ce bateau, il va pêcher dans les eaux Banmoulins, qui va pratiquer sûrement la pêche au bœuf. On va le retrouver pendant toute la première partie du XXe siècle. Là, vous avez à l'image Louis Castagnier, donc l'armateur. Alors, pour retracer cette histoire, on a fait appel, bien sûr, à la mémoire collective et à certains Banmoulins. Alors, pour ce travail de collecte, il y a eu une collègue, Marie Veil, qui a fait toute une enquête ethnographique auprès de vous. Certains peut-être se rappellent encore de Marie. Et c'est comme ça qu'on a pu faire la connaissance aussi pas mal de Banmoulins. Alors tout d'abord, ça a été Madame Coy qui nous a permis de... Excusez-moi, je vais un peu vite. J'ai la manette. Voilà. Donc Madame Coy, qui est l'arrière-petite-fille de Louis Castagny, nous a donné ses photos, nous a aussi également ouvert ses archives. Donc dans un premier temps, il a eu le café La Buvette du Port, et puis dans un second temps, il a été armateur. On peut dire que le bateau, il a été réquisitionné durant la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Puis en 1944, on trouve un étrange document qui est un contrat de location par l'armée allemande. Alors on ne sait pas pourquoi l'armée a pris la peine, ou l'administration française, de faire un contrat de location, si c'est parce que le bateau a servi pour pêcher, pour le ravitaillement des troupes, ou bien s'il a servi pour des missions de surveillance ou du déminage. Ça, on ne le sait pas, c'est pas mentionné dans le contrat. Ce qu'on peut dire, c'est que par contre, en 1919, il va y avoir... Alors, excusez-moi, parce que là, je reprends... Jean Bruguier va faire la connaissance de Angèle Caz, qui est la fille de Raphaël. Jean Bruguier, à cette période, donc, et Angèle vont se marier. Et comme sûrement c'était de la tradition à toutes les familles de pêcheurs vignerons de Banous, la famille Bruguier va avoir en dot la barque, le Bel-Ange, la vigne et le jardin. Cette famille va exploiter le taux pendant de nombreuses années, donc années 30, là où vous avez des photos de famille offertes par la famille Bruguier. Ils vont aussi également l'entretenir, ce bateau. Et là, on a pu, grâce à Augustin Bonafos, on a pu avoir les livres de compte de son père, où on a différentes interventions réalisées sur le bateau. Alors en 1932, il y a le calfatage et la fourniture de 2 palses pour tirer le bateau. En 1943, des réparations pour la somme de 650 francs. En 1948, pareil, diverses réparations pour 4105 francs. Et puis en 1949, réparation de la quille, de la sortie d'échappement, de la fabrication des 2 avirons, pour la somme de 10 130 francs. Alors on voit apparaître une réparation pour l'échappement, on peut en déduire que le bateau était motorisé à cette période. En 50, après, ce sont la carène, les fausses quilles et un canot qui apparaissent dans ces listes de comptes. Alors le canot, on peut en déduire aussi qu'il a été fabriqué peut-être pour la pêche au lamparo, donc évolution de la pêche après-guerre, où on est passé de la pêche au bœuf, les filets dérivants, le sardinal, et ensuite à une pêche beaucoup plus moderne qui est le lamparo. Le bateau va changer de main
1953, il va quitter les eaux Bas-Moulins pour aller traîner ses filets du côté de Saint-Cyprien. Et là, il change donc d'immatriculation. Il prend l'immatriculation P10. Il va également changer de nom. Et on va le retrouver sous le nom de Yves Alain. En fait, il devient la propriété de la famille Bénézé. Yves Alain, en fait, Yves c'est le fils Bénézé et Alain est le père. Ils vont exploiter le bateau pendant de nombreuses années, pêcher. Alors à leur côté, ils ont un matelot, Joseph Fajal, donc dit le pauvre. Un matelot qui vient de Collioure. Son fils nous a raconté quelques souvenirs, quelques anecdotes. Et voilà comme il parle de son père. Il dit, il venait de Saint-Cyprien. Alors il, c'est la famille Bénézé avec la barque. Il venait le chercher. Alors mon père me disait, on va à tel endroit. Il leur apprenait les points de repère. Il y a tel courant, on va à tel endroit. On part du clocher d'Argelès à tel point de repère, on a 20 à 22 de brasse. Là, on ne peut pas pêcher, il y a des filets, il y a des rochers. Il a fait ça en fait de 57, 58, 59 à bord du Bel-Ange et en 60, 61 à bord du La Pérouse pour son dernier embarquement comme matelot. Alors Joseph Fajal dit le pauvre. Là, on l'a à l'image. Alors pourquoi le pauvre? Je crois que sur la côte, toutes les familles avaient des surnoms. Et là, c'est une histoire de famille. Son frère était dit Fajal le riche. Les deux frères avaient une barque en commun. Et pendant des années, ils ont travaillé ensemble. Et au bout d'un moment, Joseph a demandé un peu les comptes à son frère. Et s'est aperçu à ce moment-là que son frère s'était accaparé toute la propriété du bateau. Donc les Colliourins en dénommé un le pauvre, celui qui avait rien, et le riche, celui qui avait récupéré toute la propriété du bateau. Donc ces images, alors là, il ne s'agit pas du Bel-Ange qui est en photo, mais du Charlemagne II, avec différentes anecdotes. Le couple que vous voyez sur la photo, en bas à gauche, en fait, c'est un couple de peintres en villégiature à Collioure, qui était amené sur la barque pour une sortie en mer. Enfin voilà, ils avaient froid, donc on le retrouve couvert de couverture. L'histoire se poursuit avec la famille Bénézé. On voit le bateau, en fait il a déjà changé, il n'y a plus de gréement, et on retrouve bien le Bel-Ange avec son immatriculation P10. Donc, plus de gréement, le pont avec son bouge prononcé ne sert plus à rien, le pont va être refait, le pont est beaucoup plus plat, et puis on voit après sur la deuxième photo en couleur qu'il y a l'ajout d'une cabine. Alors la famille Bénézé, là vous avez le livret d'embarquement de Alain. On voit aussi qu'il a été sur d'autres bateaux. Mais elle explique que dans les années 50, même début 60, la pêche est bien entendu sur le déclin. Alors ça peut être expliqué par la modernisation avec le lamparo. On sait qu'à Collioure, beaucoup de familles au sortir de la guerre étaient suréquipées pour le sardinal et que beaucoup de pêcheurs n'ont pas passé le pas pour le lamparo. Donc petit à petit, ça a amorcé finalement ce phénomène de modernisation, un déclin de la pêche. Et c'est comme ça peut-être aussi que les barques se sont vendues à d'autres pêcheurs sur le littoral. Et là, on va retrouver le Bel-Ange de nombreuses années plus tard, puisqu'en fait, il va passer par X mains. Après la famille Bénézé, c'est une dizaine de propriétaires qui se succèdent à son bord. Il change 4 fois de nom. Alors, il va prendre le Pénible comme un nom, peut-être un propriétaire mécontent, le Bressonnet, le Laetitia et Saint-Christophe. Et enfin, en 92, il a atterri au port-musée. Alors 1992, c'est une période charnière dans l'histoire des barques et du patrimoine maritime, parce qu'au début des années 90, il y a eu ce qu'on a appelé le plan Mélic. Alors le plan Mélic, c'était pour le renouvellement des flottes de pêche, et à ce moment-là, en fait, les patrons pêcheurs qui avaient encore de vieilles unités étaient invités à les détruire. En échange, ils recevaient une prime qui leur permettait soit de partir à leur retraite, soit de faire l'acquisition d'un bateau moderne. En fait, c'est le même système que la prime à l'arrachage pour la vigne. Donc le bateau, il va être récupéré dans cette structure qui avait pour vocation de créer vraiment un musée, de restaurer des bateaux, de remettre des bateaux à flot, mais d'en conserver à terre. On voit là en fait que le bateau, puisque la photo a été prise dans les anciens ateliers du port-musée, un début de restauration, on devine, et tel qu'il est là, c'est sûrement l'état d'avancement des travaux au moment de la cessation d'activité du port-musée de la Voie latine en 1995. Donc vous imaginez quand même un bateau qui ne ressemble plus trop à une embarcation flottante, mais plutôt à une épave. En 2005, le département va récupérer cette collection de bateaux. Il y avait 80 barques qui étaient remises au port-musée de la Voie latine. On a pu en récupérer une quarantaine.
Et le Bellange va être le premier gros sardinal qu'on va mettre en restauration. Alors à l'époque, en fait, là c'est en 2007 les photographies, on n'est pas du tout installé à Poly. Poly, en fait, c'est l'époque où il y a des travaux de réhabilitation. Et on démarre donc aux ateliers techniques à Saint-Charles, à Perpignan, cette restauration. Alors voilà, on part avec une coque nue, il n'y a pas de système de propulsion, pas de système de gouverne. Le bateau vraiment est réduit à sa plus simple expression. Pour le restaurer et être finalement le plus fidèle possible de la construction d'origine, on a tenté de retrouver les mêmes essences. Alors ça, on le fait aujourd'hui de façon systématique et employer les mêmes essences, mais à l'époque, on a été quand même très audacieux puisqu'on s'est dit, les charpentiers de marine travaillaient avec des bois locaux, donc on a cherché du chêne vert. Le chêne vert étant le bois employé pour toutes les pièces de structure, le bois tord, c'est un arbre qui pousse naturellement avec des courbes. On est allé faire une coupe de bois dans la forêt de la Massane, et ça me permet aussi de rappeler quelques paroles d'Augustin, qui ont été publiées dans le livre Panneaux-sur-Mer qu'un demi-âge se raconte. Alors voici ce que dit Augustin. Mon père, en fin de carrière, n'avait pas perdu l'habitude de choisir les arbres ayant des formes adéquates. Je devais avoir 14 ans, je me rappelle être allé au boulot avec lui choisir les arbres tordus. Il est retenu pour l'année suivante car il fallait un an de sèche. On devait autant que possible trouver les arbres tordus. La membrure des futures barques, il fallait presque la trouver toute faite. Sinon, comment tordre une membrure de 10 ou 15 cm d'épaisseur? Alors, au-delà de tordre la membrure, tout l'intérêt du bois tord, naturellement tordu, c'est qu'on peut, le charpentier de marine peut le travailler dans son fil, et c'est comme ça que le bois va offrir le maximum de résistance. Donc, on a été un peu plus loin dans cette démarche, puisqu'on a pu faire du débardage à l'aide d'un cheval, parce qu'on n'a pas eu une coupe comme aujourd'hui une forêt en exploitation. On est allé chercher des arbres vraiment au milieu de la forêt pour ne pas abîmer le reste de la forêt. On a débardé les arbres à cheval. Cette opération a été réalisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Des associations ont pu y assister. Alors c'est quelque chose d'assez fabuleux. Si un jour vous avez l'opportunité d'assister à du débardage par cheval, il faut y aller parce que le cheval est uniquement guidé à la voie. Et il peut passer vraiment entre les arbres des troncs relativement conséquents. C'est une relation entre l'homme, l'animal et finalement le milieu naturel qui est très très forte. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on n'a pas pu reproduire, mais dans le futur, si on avait l'opportunité, ça vaut vraiment la peine d'être refait. Et maintenant, on va voir la mise en œuvre de ces bois tords. Donc là, on est sur la restauration du Bellange. Voilà à quoi ils servent. On est sur donc, les pièces de structure à l'intérieur du bateau. Excusez-moi. Ces pièces de structure s'appellent des varangues et des membrures. Vous les avez ici. Donc tout le travail va être, comme le dit Augustin, d'imaginer la pièce pour le bateau directement dans le bois. La suite de la restauration, bien, ça a été la reprise de la coque avec le bordage. Voilà. Ensuite, le pont, donc tout le barottage du pont. Pour le pont, on a eu énormément de difficultés, puisque comme je vous l'ai expliqué, le bateau avait été transformé avec l'ajout d'une cabine. Donc pour retrouver un pont traditionnel, là ça a été tout un travail de recherche, de documentation. Alors non pas à l'aide de plans, puisque ces barques à l'origine étaient construites sans plan. Alors on a fait nous des plans. Les charpentiers de l'époque travaillaient à partir avec un gabarit de Saint-Joseph. C'était une règle plan qui, en fonction de la longueur de la quille, leur permettait de déterminer la largeur du bateau au mètre beau, au centre, et aux deux extrémités, à l'étambot et à l'étrave. Après, ils faisaient courir ce gabarit sur la quille tous les 20 à 25 cm, c'est-à-dire tous les pans. Ils obtenaient le profil du bateau, et après, avec le profil, la symétrie. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de travailler suivant cette méthode du gabarit de Saint-Joseph. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'était un savoir-faire empirique. D'autre part, parce que bien souvent, les charpentiers de marine, en fin de carrière, détruisaient tout leur gabarit pour pas qu'un charpentier suivant construise les mêmes bateaux qu'eux. Donc, nous, on procède à l'inverse. On va faire relever les côtes, dessiner le bateau. Là, vous avez un exemple donc, de plan. Ça a été le plan pour la reconstruction du pont. Après, on arrive à un travail sur ordinateur
où là c'est une modélisation en 3 dimensions. Alors ce travail il permet d'observer différentes choses, des déformations, mais aussi d'avoir des dessins techniques très précis, d'utiliser un outil informatique très moderne et de pouvoir former des jeunes sur cet outil. Puisque notre idée également est de pouvoir transmettre ces savoir-faire, former des jeunes et qu'ils aient tous les moyens possibles, imaginables, pour restaurer les bateaux, peut-être en construire, ou du moins pouvoir les conserver. La finition de la coque, là vous voyez la mise en peinture, et puis des couleurs. Alors pour les couleurs, en fait, on a fait aussi appel à la mémoire des Van, et ça a été la famille de Bruguier, donc le petit-fils, qui nous rappelle ses souvenirs, et il nous dit le Belinge était bleu, bleu comme le ciel, ou peut-être encore un peu plus foncé, mais moi je le vois bleu comme le ciel avec le capuchon rouge. Adrien Reich complète la palette de couleurs, il nous dit la coque était bleue, le capuchon rouge et le pavois noir. Alors on a collé finalement à ces témoignages et on a essayé de remettre le bateau dans les couleurs présupposées d'origine. Donc le bateau terminé il va repartir à l'eau, à Poli, en 2009, avant la création de l'atelier. En fait, c'était vraiment un acte symbolique pour dire que on allait être implanté sur le site et voilà ce qu'on souhaitait faire, remettre des bateaux à l'eau, restaurer. Le jour de la mise à l'eau, M. Bruguier nous dit en fait le bateau, il n'était pas du tout comme ça, dans ses couleurs. Dans la forme, c'est parfait, la restauration, c'est parfait, mais les couleurs, c'est pas ça. En fait, le bateau, le bleu n'était pas pareil, il n'y avait pas autant de noir. Donc on a été un peu déçus, mais dans l'ensemble, en fait, c'était une grande satisfaction. La restauration a duré 3 ans, il y a eu plus de 15 apprentis stagiaires qui se sont succédés dessus, des corps de métier, des techniques du conseil départemental qui sont venus nous aider pour la ferronnerie, mais aussi les services des routes qui nous a permis à un moment où on était en panne de bois de nous approvisionner en platane. Enfin voilà, il y a eu une grosse solidarité qui s'est créée autour de ce bateau. Ce bateau, dans un premier temps, n'était pas motorisé. Alors il a navigué à l'aviron, on le voit là au fait de Collioure pour la Saint-Vincent. Et puis après, on l'a confié à la confrérie des pêcheurs de Saint-Cyprien, à Yves Bénézé. Donc Yves a récupéré le bateau qu'exploitait son père, et le bateau qui portait son prénom. Et là, lui, Yves l'a remis dans les couleurs de 53, donc bleu, rouge et vert. Aujourd'hui, le Belinge navigue régulièrement, il est motorisé. C'est un bateau qu'on peut voir pour la Saint-Pierre à Saint-Cyprien, également pour les rassemblements de bois latine sur le littoral. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est un bateau qui a retrouvé une vie, un équipage. Et quelque part, j'ai envie de dire, on a bouclé la boucle sur ce bateau, puisque c'est une famille qui l'a exploité, qui a pu le récupérer. Donc là, je passe à une deuxième barque, le Libre Penseur, construit en 1904. Alors là, le certificat de construction est signé de Michel Bonafos. Et l'acte de francisation, ce n'est pas le premier, c'en est un autre. Alors ce bateau, la carrière à la pêche est similairement la même que les autres barques. On n'a pas grand-chose sur son histoire au début à Banyuls. Alors j'ai pu trouver, par contre, dans les archives de l'ASAM, dans les numéros 3 de l'ASAM, et dans le cahier des frères Massot, le récit d'un naufrage. Alors naufrage en 1913, et ce serait le Libre Penseur qui aurait fait naufrage. Mais après, un autre témoignage est publié, un courrier d'Honoré Prats, et Honoré Prats dit on ne sait pas tout à fait ça, c'était en 14. Les bateaux qui sont intervenus sur le sauvetage, ils venaient du labo, mais quand je suis allé voir le laboratoire en Rago, a priori, ces bateaux-là, c'était pas possible, puisqu'ils étaient réquisitionnés dans le cadre de la Première Guerre. Enfin voilà, il y a tout un tas d'incohérences sur l'histoire de ce naufrage. Alors, je le détaille dans une publication, dans un article de l'Exocestus du Temps, le numéro 26, où là, en fait, l'objet de cet article est de montrer toute la difficulté du travail de recherche à partir de témoignages oraux et écrits, qui ne sont pas forcément de première main, et toutes les incertitudes qui peuvent naître à travers ces témoignages. Donc je ne vais pas plus en parler sur la première période, je vais en passer à la deuxième période du bateau. Donc parce qu'on n'a pas beaucoup de témoignages locaux aussi, parce que le bateau est parti à Sète, puis à Valras, il revient qu'en 77 à Collioure. Donc ce bateau-là a passé en fait de 1937 à 77, 40 ans hors des eaux catalanes. Et là, en fait, il nous faudrait partir sur Valras, Sète, pour essayer de retrouver des familles qui ont des souvenirs autour de ce bateau.
On retrouve en 77 à Collioure. Alors là, il est passé à la plaisance, en fait, il n'est plus du tout à la pêche. Ça va être la fondation de Collioure, au Château Royal, qui a fait l'acquisition de ce bateau, du Troupe B. Il y aura une restauration réalisée sur la plage. Et puis très vite, la fondation de Collioure, on s'aperçoit que gérer 2 barques, c'est lourd, et c'est peut-être pas tellement son objectif. Donc ces bateaux vont partir, le Troupe B et le Libre Penseur vont partir bien entendu au Parc Arès, au port musée. Là vous voyez des images au port musée. Alors le Libre Penseur, il a perdu un peu de sa splendeur. Hein. Histoire similaire, là je vais vous détailler plus longuement la restauration du bateau. Donc le voici à l'atelier des barques, on l'a mis en chantier en 2011. Alors inutile de dire que c'est plus que de la restauration, hein, c'est de la réflexion, parce que l'objectif est que le bateau navigue. Donc en premier lieu, c'est le changement de la quille, une poutre de chêne qui fait la longueur du bateau, hein, la poutre elle fait quasiment 11 mètres. Alors changer la quille, pour vous expliquer en fait comment on construit un bateau et comment on le restaure, on va suivre le même processus. La pièce maîtresse, la colonne vertébrale du bateau, c'est la quille. En fait, je vais comparer le bateau à un corps humain, c'est ce que je fais dans le cas des visites à Poly. Donc la quille, c'est la colonne vertébrale. Sur la quille va venir se poser après les pièces de structure intérieure. Pour ce bateau, en fait, donc réflexion de structure longitudinale, quille, étambot et étrave. Alors on a pris un pari très osé et un peu fou. On a dit on va remettre ce bateau dans sa configuration de neuvage, c'est-à-dire comme il a pu être en 1904 avant la motorisation, et lui faire un étambot pour la voile. Un étambot qui ne permettra pas de motoriser avec un moteur inboard le bateau. Donc vous voyez que l'étambot est courbe, il n'y a pas de cage d'hélice. Et l'objectif à travers cette restauration était de pousser l'association qui reprenait le bateau à naviguer à la voile. On sait très bien qu'un bateau qui est équipé d'un moteur, et le moteur va être la propulsion numéro 1. Donc souhaitez, nous, que la propulsion numéro 1 reste voile aviron comme à l'origine. Alors c'est peut-être un peu intégriste comme décision, c'est osé, mais ça a été un choix de restauration et la période de référence était réellement 1904. Alors voici le bateau à l'intérieur de l'atelier. Ça va être démonté toutes les parties bien abîmées. Donc là, démontage du pont. Vous voyez sur la photo, celle-ci de photo. Donc on a posé toutes les jambettes. En fait, toutes les pièces qu'on démonte sont numérotées et sont conservées jusqu'à la fin de la restauration. Alors elles nous servent de repère quand on a des doutes. Puisqu'après, des fois, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça devienne complètement un puzzle, il faut avoir les pièces d'origine. Donc, là, la dépose du pont. Une fois que le pont a été déposé, on a refait toute la structure intérieure, donc les fameuses varantes de membrure. Là, c'est la pose des paupières. Les paupières sont une ceinture intérieure qui permettent, on a assure bâbord et tribord, cette ceinture permet de tenir toute la structure. Là, on a sur la photographie à votre droite, donc c'est le cordon, c'est la ceinture extérieure. On commence à poser le pont. Je ne vous détaille pas le pont parce que vous l'avez vu tout à l'heure sur le mélange. Mais voici le pont refait, l'intérieur du bateau. Là, en fait, on a le squelette du bateau. Alors, cette photographie sur l'intérieur du bateau donne à imaginer des conditions de navigation et de vie, entre guillemets, à bord de ces barques. La hauteur fait moins d'1 mètre. Sous pont, on est entre 80 et 90 cm. Il faut imaginer qu'il y avait 6 hommes à bord qui descendaient dans les cales pour récupérer du matériel de pêche, les filets, les caissons, les coupons pour être le poisson. Ils avaient un jeu de voile. Et puis, Jacques nous parlerait de quand il allait s'allonger sur le Perquignol, à l'intérieur du bateau, recroqueviller un chien de fusil tout à l'avant du bateau. Une fois le travail de structure, de charpente repris, on va passer au bordage. Alors là, le bordage du bateau, c'est l'enveloppe, c'est bien sûr ces longues planches qui font 11 mètres, voire plus, de long et qui doivent venir d'un seul tenant sur toute la longueur de la coque. Alors là, je vais vous parler de vraiment un problème, un gros souci aujourd'hui sur la restauration de ces bateaux bois, c'est que localement, il est impossible de trouver des planches de plus de 10 mètres. Alors, pourquoi? Nous, on s'approvisionne à la scierie de Matemal, on fait venir le bordage étant peint, comme ça se faisait autrefois. Il vient de la forêt de la Matte, ce pain,
Et l'aciérie locale ne peut pas nous fournir des planches de plus de 10 mètres pour une raison simple, c'est qu'elle n'a pas le débattement, la longueur nécessaire sur le banc de scie pour passer des arbres de plus de 10 mètres. En fait, c'est pas que les arbres antiques, refaire ce bordage d'un seul tenant, on utilise une technique moderne qui s'appelle le scarf. Alors le scarf, c'est un collage. On va coller deux planches, en fait elles vont être taillées en sifflet sur les parties à joindre, elles vont être collées avec une époxy, et ce qui nous permet d'avoir toute la longueur et de refaire le bateau avec la même répartition de bordée qu'à l'origine. Alors, vous me direz peut-être qu'on triche, mais c'est pas réellement une tricherie, c'est quand on ne peut pas en restauration, on va utiliser par défaut les techniques modernes. En fait, on suit réellement les règles de restauration comme sur des œuvres d'art. Le pont est refait, vous voyez les capots, le bateau est, on peut dire, quasiment terminé. Là, on arrive en fin de restauration, le pavois est remis en place. On va passer à une autre partie, qui est le calfatage, l'étanchéité du bateau. Alors ça, c'est un geste traditionnel. Voilà, tous les bateaux bois sont calfatés. Je me fais un appel aussi à Augustin qui nous raconte toujours dans le livre Benous, un visage qui se raconte, donc comment travailler à l'époque son père et son grand-père, et les calfats. Alors les calfats, c'est un métier à part entière dans la construction navale, il y avait des hommes qui ne faisaient que ça. Les calfats, c'était des spécialistes du bateau. Leur métier, c'était tout un savoir-faire, toute une science. Ils calfataient avec des mèches et des toupes boudronnées. Sur leur tablier, ils préparaient une mèche continue et ils tapaient en sachant quelle pression ils devaient donner à l'étoupe. Ils calfataient à l'oreille pour que les toupes soient mises à la pression voulue dans la fente. Si on en mettait trop, on forçait le bois, on faisait une cloque. Si on n'en mettait pas assez, ce n'était pas étanche. Quand mon grand-père se rendait à pied au chantier de calfatage, dès que du col de père Camer, il entendait les petits coups de marteau sur la coque, il savait quel ouvrier calfatait. Chacun rendait dans son travail un son particulier. Dans tous les moindres détails, la construction d'une embarcation est toujours une science, l'entretien et la manœuvre aussi d'ailleurs. Alors si je peux compléter le témoignage d'Augustin, je dirais qu'en fait, le son particulier de chaque calfateur n'est pas uniquement dû à l'homme, c'est que le calfat avait ses propres outils. Et chaque marteau était percé de trous, ce qui lui donnait un son particulier. Alors ces trous étaient là pour identifier la propriété du calfateur, c'était bien ses outils à lui, chacun avait ses propres trous sur le marteau, et en même temps c'est ce qui permettait d'avoir un son particulier. Et c'est comme ça que le grand-père, Augustin, quand il allait à Port-Vendre surveiller le calfatage des goélettes, des balancelles, avait justement le son de l'ouvrier qui travaillait. Puis on va passer à l'opération de mise en peinture du bateau, décoration. Le bateau est confié à une association qui s'appelle Granit-Arène, qui est basée à Argelès-sur-Mer. Les membres de l'association, dès ce moment-là, se sont impliqués de plus en plus dans le travail de restauration. Ils ont été présents à l'atelier. Et alors ils ont assuré aussi des petites décorations comme l'étoile et le croissant de lune qui viennent marquer l'identité catalane sur chacune des barques. Et enfin le bateau est terminé. Là on le voit, c'était le jour de sa mise à l'eau officielle, où on avait une tramontane à 120 km/h à peu près à Polille. Le bateau ce jour-là n'a pas pu partir à l'eau, ça a été partie remise, mais la cérémonie a quand même eu lieu. Alors ce bateau, je reviens sur le propos du début, là vous voyez son embouts, vous voyez qu'il n'y a pas de moteur. Et ça c'est un véritable problème. Il va naviguer à la voile, super, mais on s'aperçoit que ne pas avoir de moteur sur un bateau c'est un frein énorme, alors moi j'ai envie de dire un frein psychologique. Les anciens ne connaissaient pas de moteur, ils naviguaient par toutes conditions, du moins ils connaissaient très bien la météo, ils pouvaient prendre des risques, mais ils étaient tous les jours à la mer. Aujourd'hui, je crois que plus personne ne veut naviguer sur un voilier de plus de 10 mètres sans motorisation. Alors pour pallier à ça, et pour que le bateau puisse continuer à naviguer, on l'a équipé d'un moteur électrique qui s'appelle un pod. Alors le moteur est placé sous la coque, il est alimenté par 4 batteries, ce qui donne une autonomie à moyen régime à peu près de 2 heures, qui permet de sortir, rentrer du port, avoir un moyen de sécurité à bord pour regagner la terre s'il y avait quoi qui se passe en mer. Alors c'est on va dire un peu une innovation sur les barques, on arrive sur quelque chose de moderne.
Il faut dire aussi que comme on n'avait pas de moteur thermique ressemblant à l'origine, on a fait vraiment ce choix de partir sur quelque chose de radicalement moderne. Aujourd'hui, en fait, cette expérimentation sur les vibropenseurs, elle a trouvé un écho avec en 2015 un concours national sur l'éco-navigation. Alors, concours auquel on a participé, on a été projet lauréat. L'idée est de pouvoir dire que si on arrive à motoriser de façon électrique des barques qui ont plus de 100 ans, on peut arriver à le faire sur des bateaux récents. Mais on peut aller bien au-delà avec cette expérience. L'idée est de pouvoir équiper les bateaux de panneaux solaires, d'éoliennes et d'un système qu'on appelle un hydrogénérateur. Alors un hydrogénérateur, c'est en fait très simple, c'est une dynamo qui se place sur, si le bateau a un moteur inboard sur l'arbre d'hélice ou carrément dans l'eau, et quand le bateau navigue à la voile, il va produire de l'électricité. Alors cette expérience, elle a plusieurs vocations. D'une part, c'est développer des énergies naturelles à bord des barques, faire en sorte que nos bateaux soient autonomes en énergie, soient également respectueux de l'environnement, puisqu'on n'utilise pas d'hydrocarbures, il n'y a pas de rejet d'hydrocarbures, de gasoil, de huile à la mer. Donc on arrive avec des bateaux qui sont le plus respectueux possible de l'environnement, et en même temps, on arrive à garder comme propulsion numéro 1 la voile latine. Et en gardant cette voile latine en propulsion numéro 1, c'est aussi conserver tous les savoir-faire autour de la navigation. Et ça, c'est une chose très importante pour que ces bateaux puissent continuer à vivre. Donc, bien, voici le mélange aujourd'hui. Alors moi, je vous ai parlé essentiellement de 2 barques du chantier Bonafos, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il y a le AA, qui a été restauré par l'association Bonance à Saint-Cyprien. Il y a également l'Idéal, qui est à Roubarcarès aujourd'hui, qui est classé monument historique. Ces bateaux, ils naviguent tous les étés, on les retrouve le long de la côte. Ils sont un peu on va dire, le fer de lance du patrimoine maritime, mais aussi les autres barques, bien entendu, des associations. Alors je vais en arriver à la conclusion de mon propos, de cet après-midi. Et ce que je souhaitais vous faire passer comme message, c'est que tout le travail qu'on tente de développer au sein de l'atelier des barques n'est pas qu'un travail de mémoire, c'est un travail qui s'adresse aux générations futures. L'idée est de pouvoir leur transmettre un patrimoine qui est en vie, un patrimoine qui est en état, leur transmettre également toutes les clés pour pouvoir conserver ce patrimoine, c'est-à-dire former des jeunes, que ce soit à la sortie de marine, à la navigation, pouvoir entretenir, conserver, peut-être construire des bateaux à leur tour, et qu'ils aient, avec les moyens matériels d'aujourd'hui, que ce soit l'informatique, de la motorisation moderne, vraiment toutes les possibilités de faire de cet héritage cet héritage, et qu'ils puissent à leur tour le pérenniser encore de nombreuses années. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, ici maintenant, si vous voulez, je me plie au jeu des questions et des réponses. Alors, allons-y, pour les questions et les réponses. Oui. Oui, non, moi je voudrais dire qu'il existe un moteur quand il n'y a pas de vent. C'est de faire la ayant programmé dans ma jeunesse sur le téméraire, il y a une carte postale qui montre le gymnote sortant de Collioure, la voile flottant, et il y a 4 hommes aux avirons. Et c'est intéressant de voir quand même la vitesse que peut prendre à ce moment-là une catalane. Alors, oui, vous avez entièrement raison. Je n'ai pas insisté sur l'aviron. Mais on a une grande expérience de rameur à bord du Bel Ange, à bord aussi du vibropenseur avant qu'il soit équipé du moteur. Donc on peut naviguer sur une barque catalane à l'aviron. Mais là aussi, en fait, c'est un peu du courage, il faut se lancer. Et quand on a confié le vibropenseur à l'association Graniotarem, on s'est dit que ça va fonctionner parce qu'à la base, c'est une association de rameurs. Graniotarem, les grenouilles à rames. J'arrive pas à le dire, sont des grenouilles à rames. Donc, en fait, voilà,
l'idée de ne pas motoriser libre un passeur venait de ce fait qu'on peut naviguer voile aviron. Mais pour des questions, alors il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi la législation qui fait qu'un bateau de 10 mètres doit être manœuvrant pour sortir et rentrer du port. Et donc là, le moteur est l'équipement aujourd'hui indispensable. Voilà. Mais c'est tout à fait juste l'aviron et la propulsion naturelle, peut-être la plus ancienne. D'autres questions? Bon, je crois que nous avons un groupe de jeunes qui souhaitent présenter quelques images. Bon, bonsoir tout le monde. Nous, on a créé une association, enfin les 3 moniteurs de voile, avoir créé une association pour le patrimoine est défendu, c'est-à-dire qu'on arrive à rénover des barques au jour d'aujourd'hui, et malheureusement, on perd la connaissance technique de comment faire naviguer ces bateaux à voile traditionnels. Les associations possèdent beaucoup de bénévoles, peuvent les fabriquer, mais pour aller sur l'eau, il faut un cadre légal qui aujourd'hui est assez limité. C'est où on est bateau de transport maritime. Or, une barque catalane ne rentre pas dans cette législation-là. Si jamais on la met comme navire marchand, elle n'est pas les francs-bords assez hauts, la législation ne nous permet pas de le faire. Tandis qu'en tant que brevet d'état de voile, on peut enseigner à naviguer sur les barques catalanes. Donc on a décidé de créer une association qui va défendre le patrimoine, qui va défendre la culture et l'utilisation des barques et la technique, comment on les manœuvre. Donc on s'est réunis, enfin moi j'ai eu l'idée d'abord de me réunir, je suis sétois à la base, malheureusement je ne suis pas catalan, mais à Sète on navigue beaucoup sur les mêmes barques. Comme le libre penseur a été à Sète pendant des années. Et donc dans la ville de Sète, ils avaient eu l'idée d'apprendre aux jeunes à faire de la voile traditionnelle. C'est-à-dire que si on était à l'école de voile, on faisait et un week-end par mois, et un week-end par mois, on a navigué tous ensemble sur des voiles traditionnelles. Du coup, on a appris toutes les manœuvres de pêche, que ce soit gambiller, savoir naviguer à la bonne tout le temps, manœuvrer à l'aviron, rentrer au port. Pour ces techniques-là, comme disait le monsieur à la rame, ça marche très bien, sauf qu'aujourd'hui, les ports ne sont plus du tout adaptés à naviguer à la voile. Et à l'époque, comme on le faisait valoir Fred, on rentrait à la plage. Pas forcément port, on tirait à la plage. Du coup, les manœuvres étaient beaucoup plus simples. Donc, notre idée, c'est ça, c'est de créer. On est 3 jeunes motivés, on navigue sur les barques très très souvent. D'arriver à amener des gens, naviguer sur ces barques catalanes. Et entre autres, comme on le fait en Bretagne, ils ont sauvé le patrimoine, mais tous les étés, si vous allez faire un petit tour en Bretagne, vous avez l'occasion de naviguer sur les bateaux, même si vous n'y connaissez rien. C'est-à-dire vous venez en vacances en Bretagne, vous voulez aller faire un tour de voile traditionnel, c'est tout à fait possible. Or, ici, on arrive dans le sud de la France, on voit des jolies barques au port, mais si vous voulez naviguer dessus, c'est difficile. Sauf avec l'Allemagne. Mais le problème, il faut un cadre légal, il faut des moniteurs de voile maintenant diplômés d'État. Les assurances sont de plus en plus difficiles et l'idée de l'association, c'est ça. Nous, on se crée, on est moniteurs de voile et l'idée, c'est d'amener les bateaux navigués. On l'a fait à l'Albade, lors de le petit truc que vous allez voir, c'est lors de la fête des vendanges à l'Albade. On était à bord de l'Albade pour la petite sortie. Et d'ailleurs, on est rentré à la voile et à l'aviron, puisqu'on a eu une panne de moteur sur la cette année, nous sommes une jeune association, on a été créé en mai, mai ou juin, donc le journal officiel en mai ou en juin. Et ensuite, là on est dans une formation de moniteurs, c'est-à-dire on essaie de trouver des jeunes moniteurs en voile, qui connaissent déjà la théorie de la voile, parce qu'on gagne beaucoup de temps de pratique, et qui peuvent rapprendre juste les spécificités de la barque catalane. Donc c'est ce qu'ont fait Alain et Pierre, c'est des très bons marins à la voile, on va dire, normal, qu'on utilise aujourd'hui, et qui ont appris avec moi à bord, grâce à l'aide de Fred aussi, qui nous a prêté sa barque gentiment, privée, qui est une jolie barque, qui s'appelle le Puy de Rose, qui nous a permis de naviguer dessus, nous, pour nous entraîner à faire des manœuvres. On était d'ailleurs encore hier à l'eau, on a fait une super navigation. Et le jeu, c'est ça, c'est pour l'instant, on est dans la formation de moniteurs, trouver des moniteurs.
Ensuite, il faudra trouver des bateaux pour emmener les gens dessus. Et pour pouvoir faire fonctionner les barques, de façon traditionnelle. Et est-ce que vous envisagez d'amener des gens et de les faire pêcher? Pêcher du poisson, hein? Tout est faisable. Mais non, mais pour aller jusqu'au bout. Pour l'instant, ce serait plutôt naviguer à la voile. Après, la pêche, pourquoi pas. Mais il va falloir... le jeu, c'est dans le timing. La pêche, ils partaient la journée pour arriver à pêcher à la voile. C'est-à-dire, ils partaient le matin au lever du soleil, ils mettaient les filets, puis après, ils attendaient pendant toute une journée que le vent tourne. Mais c'est envisageable. Mais c'est sûr qu'il va falloir d'abord apprendre à voile, et après, à un certain niveau, les gens qui auront appris à naviguer à la voile et à ramer. Et d'apprendre à pêcher. Pourquoi? Parce que quand ils pêchaient à bord, ils savaient tous naviguer. C'est-à-dire que les 8 qui étaient à bord, c'est pour ça aussi qu'avant ils rentraient à la voile et tout ça, mais les 8 marins à bord étaient les 8 marins qui savaient faire marcher la barque. Je pense qu'à l'époque, on leur donnait n'importe quel rôle, ils savaient faire. Chacun avait le sien, ils pouvaient tourner. Et les rameurs, on disait prenez les avirons et souquez, les gars c'était gros costauds, ils souquaient et ça ne bougeait pas. Si aujourd'hui on amène des gens qui n'ont pas d'expérience, la manœuvre est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on le voit bien quand on doit manœuvrer complètement la voile et qu'il n'y en a que 2 à bord qui savent manœuvrer le bateau et qu'on est 10. Ça demande plus de la gymnastique, il faut faire attention. Ce sont quand même des barques qui nécessitent un peu d'engagement physique, même si elles sont très simples, très sûres, contrairement à tout ce qu'on a dit pendant des années. C'est ça aussi qui a fait beaucoup de mal à la barque catalane, parce que pendant longtemps, on a dit ça marche pas bien, ça remonte pas le vent, c'est dangereux. On a entendu beaucoup ça dans les écoles de voile. C'est surtout que les gens qui essaient de les faire naviguer, essaient de les faire naviguer comme les bateaux aujourd'hui. Forcément, ça marche pas. Si on règle une voile comme on la règle aujourd'hui, on borde à fond, on essaie de faire chuter le bateau, et maintenant, c'est pas fait pour une barque catalane. Mais si on met 8 personnes à bord qui savent la faire naviguer, elle va forcément avancer. Par contre, c'est vrai qu'avant, vous avez tous navigué à bord de cette barque-là, sauf le mousse ou les apprentis. Et au jour d'aujourd'hui, ça va déjà faire apprendre à du monde à naviguer. Et après, pourquoi pas, oui, la pêche, les faire naviguer à la pêche. Sauf qu'à l'époque, ils pêchaient au bœuf, par exemple. La pêche au bœuf, pour avoir essayé une fois à 7 lors des commémorations, il faut vous dire que c'est sportif, très dur, dangereux. Enfin, c'était vraiment des gens qui ont du courage. Pour vous donner une idée, si vous ne connaissez pas la pêche au bœuf, c'est 2 bateaux. Oui, ce sont 2 bateaux parallèles. On met un chalut, et les 2 bateaux doivent avancer exactement à la même vitesse pour tirer le chalut. Pour donner l'expérience, la première fois que je l'ai fait, le premier bateau est parti, a déventé la voile du second. Le deuxième s'est mis en main, et le chalut a mis entre 2 bateaux qui n'allaient pas du tout dans la même direction. Et là, pour pouvoir couper le cordage pour se remettre, ça a laissé quelque chose. Moi, je l'ai fait qu'une seule, enfin, je l'ai fait 2-3 fois. On est arrivé une seule fois sur les 3 tentatives. Et avant, c'était que des. On avait nous un ancien marin pêcheur, on avait des gens. C'était. Je pense qu'à l'époque, je devais être. Très doué dans les coups. Les bateaux qui étaient faits pour la pêche au bœuf, on a du mal à les utiliser pour la pêche au bœuf. On va certainement pêcher, mais pêcher les sardines ici en Méditerranée aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et il fallait remonter le filet au bœuf. Et ça devait derrière, être... après, il fallait. Bah nous, on n'avait rien dedans. Hein. On a eu du mal de le remettre à bord. Sur les grands bœufs, il poisson dedans. Ah non, on avait un filet qui déchirait. C'est ça. Pour vous dire, c'était une technique qui était très très dure, on l'a même perdu. C'est-à-dire que pour l'instant, on avait des gens qui faisaient du chalutier à bord et tout. C'était très bon. Et même, mais il faut imaginer qu'à la voile, on demande à 2 bateaux de tirer une charge, mais pas de se dépasser, ni d'un peu, parce que sinon on décale toute la charge. Et les chaluts étaient dessinés exprès, du coup on a du mal à retrouver des plans de chalut. Parce que comme il a dit tout à l'heure, ils brûlaient les flammes. Les marins pêcheurs faisaient pareil, ils fabriquaient des chaluts, puis ils brûlaient les flammes, ils utilisaient les chaluts. Et puis après, on a modifié quand c'était plus qu'un seul bateau qui pouvait remorquer, etc., etc. Mais du coup, pêcher au bœuf, c'est très très dur. Pêcher au sardinal, ici, ça ne sert plus à rien. Enfin, on ne pêchera rien, pêcher aux sardines, au filet dérivant, c'est interdit. Du coup, repêcher, oui, mais on devra modifier certainement la technique de pêche. Mais il y en a qui sortent pour pêcher le calamar. Non mais voilà. Alors nous, on a fait on navigue à Banyuls avec la barque de l'Albade. On a fait quelques sorties avec eux, on a fait une sortie avec eux pour la fête des vendanges, mais ça va certainement. Vous allez continuer. Vous ne repartez pas Ah non, c'est toi naturalisé catalan. Ouais, bon, ça va.
Là, à l'époque, il y avait les pêcheurs du bord de mer et les autres, ceux pas catalans, occitans, ceux de Collioure venaient souvent pêcher devant Sète, et à l'inverse, ceux de Sète venaient souvent à Collioure. Parce que la pêche au bœuf, quand on a mis le filet une fois, on ne le relevait pas tous les 100 mètres pour rentrer, il tirait de Sète jusqu'à Collioure. De toute façon, sur la côte languedocienne, le pêcheur languedocien était un pêcheur d'étang, et le pêcheur des bateaux-bœufs, c'était un Italien. C'était pas un Français. Exactement ça. Et pour la petite histoire, vous savez pourquoi ils pêchaient en mer, les Italiens? Parce qu'ils n'avaient pas de terre, ils ne pouvaient pas aller pêcher, ils n'étaient pas propriétaires italiens, ils ne gagnaient pas d'argent. Et quand on était à Sète, c'est un caillou, il n'y a pas de terre, c'est un rocher, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas gagner d'argent dessus. Et le seul moyen d'aller gagner de l'argent quand les immigrés italiens arrivaient, c'était de partir en mer et de pêcher. Or, ils étaient dans les étangs, comme je disais, c'était les languedociens qui avaient les portes à huîtres, c'était tout réservé. Les marins étrangers, espagnols entre autres ici, sur la Catalane, il y a eu beaucoup d'espagnols. Il y a des Italiens aussi ici. Il y a eu... Italiens pêchaient à Sète, il y a des grandes familles de pêcheurs qui ont fait fortune comme ça parce qu'ils osaient aller en mer, osaient aller plus loin. On faisait la pêche au bœuf qui n'était pas osée par forcément les locaux. Il fallait avoir du courage parce que je pense qu'à l'époque c'était rude comme métier. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus. C'est ça. Voilà. Mais déjà, si on arrive à renaviguer avec les barques, ça sent bien. Il fait ça très bien. Ah, il fait ça très bien. Bon. Il y a là de matin encore. Non, mais bon, vous voulez ajouter quelque chose? Bon. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui? Ça fait plaisir, hein, c'est bien. Vous avez bien fait de quitter cette de venir en Wagnon. C'est bien. Vous pouvez revenir quand même. Oui, si vous voulez, je peux vous donner les plans du chalut de l'époque, de la pêche au bœuf, la technique, comment il faisait, donc, 7 fois la longueur par rapport à la pêche. La position donc, de la barque derrière, c'est elle qui menait les manœuvres, c'était la barque qui était en retrait, qui commande les manœuvres. Donc, si ça vous intéresse, donc, pour vous dire, ils allaient pêcher, donc les Bagnoulins, je parle des Bagnoulins puisque c'est les documents que j'ai eu des Bagnoulins, allaient pêcher sur le bord du Rec. Vous voyez, à peu près, c'est au-delà des 20 milles. Et ils faisaient donc des traits de 8 heures. Des traits de 8 heures. Alors je m'étais posé la question, pendant 30 ans j'ai cherché, je ne savais pas pourquoi il faisait des traits de 8 heures, mais quand il n'y avait pas de vent, comment il faisait? Alors j'ai cherché pendant 30 ans, je n'avais pas trouvé la solution. Et c'est sur un bouquin qui m'a été communiqué par l'Institut des sciences de la mer de Barcelone, où j'ai vu la technique qui se faisait quand il n'y avait plus de vent. Comment ils faisaient pour continuer le trait quand il n'y avait plus de vent? Ils avaient des vieilles voiles, les deux barques, avaient deux vieilles voiles qu'ils appelaient des tendes, qu'ils lestaient avec une gueuse de 50 kg, chaque barque, de la proue à la poupe chacune. Les deux proues étaient ralliées et ils continuaient à faire le trait à un nœud et demi, pas plus, entraîné par le courant. Et quand le vent se levait, s'il y en avait, bon, il relevait, il faisait les 8 heures, mais moi, ce qui était extraordinaire, je trouve, dans cette pêche, c'est que quand ils avaient fini le trait, s'il n'y avait pas de vent, qu'ils étaient au bord du Rec, il fallait qu'ils rentrent à Bagnols. Et une vingtaine de milles à la rame, je me suis dit à la rame, ils faisaient ça à la rame. Donc, ils n'étaient que 4. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous donner les... si ça vous intéresse, donc, les techniques, les plans, donc, du filet chalut. C'était un gambie, finalement. Hein? Et comment il le réglait, comment il le traînait, dans les longueurs de cap, là, parce que le gars qui était derrière, vous dites, vous ne savez pas comment il faisait, celui qui était derrière, pour suivre. Il avait une maillette, ça s'appelait une maillette, c'est-à-dire une longueur de 60 mètres. Parce qu'il n'y avait que des longueurs de 60 mètres à l'époque dans les cordages. Donc, 60 mètres, il fallait que le nœud qui venait du trait du filet, qui traînait le filet, vienne toujours, si vous voulez, à la diagonale. Donc, comme il venait à la diagonale, il savait que si on reculait, il n'était plus dans les normes. Donc, le filet allait de guingois. Il fallait qu'il se tienne 8 heures, comme ça. C'est vous qui faites de la voile, vous voyez
le phénomène extraordinaire. Mais là, on a essayé, on a eu beaucoup de Voilà. problèmes. Voilà, non, je vous dis ça dans le cas où C'est ça devant vous le sel intéresse. pour une expérience. Merci. Bien, donc là, on a établi des contacts. Hein? Oui, bien sûr. Voilà. Hein, parfait, vous verrez. Oui, vous verrez tout à l'heure. Très bien. Voilà, c'est fait pour ça. C'est bien. Bon. Allez. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose encore? Parce que là, on va faire progresser la technique. Hein? Faire retrouver des Eux, choses. ils sont jeunes, ils Oui. peuvent faire progresser. Oui.